Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la controverse faut-il un cathéter de voie centrale à l'entrée pour tous les patients de réanimation. Donc, je présente le pour, bien sûr. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, quand on parle de réanimation, on parle de quoi exactement? Donc, il y a, en 1996, il y a eu un manifeste pour la réanimation qui a été produit par des sociétés savantes, comme la SRLF, la SFAR, la NSFAR, qui dit que les structures de réanimation reçoivent des patients qui présentent une ou plusieurs défaillances viscérales aiguës, qui mettent en jeu le pronostic vital à court terme et pour une durée variable, mais souvent prolongée. Alors, elle se précise aussi que les soins intensifs, au niveau des soins intensifs, les patients qui ont une défaillance multiviscérale, et en particulier s'ils sont ventilés, doivent être transférés dans les 48 heures dans une unité de réanimation. Alors, en France, il y a une loi cadre qui organise les différents services, qu'ils soient de réanimation, soins intensifs et les unités de surveillance continue, donc qui dit clairement que la réanimation doit accepter des patients qui ont des défaillances multiples d'organes avec leur suppléance. Au niveau des soins intensifs, c'est une défaillance d'organes avec sa suppléance et les unités de surveillance continue acceptent des patients qui ont une gravité ou un traitement qui entraîne un besoin d'observation critique, biologique, répétée, méthodique. Alors quand on parle de défaillance d'organes, de quoi parle-t-on? On parle d'une défaillance circulatoire avec une hypotension inférieure à 90 mm de mercure, une fonction respiratoire qui est altérée avec une PaO2 qui est inférieure à 60 mm de mercure, des fonctions supérieures et un Glasgow qui est inférieur à 14, une fonction rénale qui est altérée avec une oligurie, une coagulation qui est perturbée par une thrombopénie et une fonction hépatique qui l'est également. Alors, qu'est-ce qui va guider le réanimateur pour classifier un peu les patients en score de gravité? Donc, il y a plusieurs scores qui sont validés et généralistes, comme la PASH, ou l'indice de gravité score, ou le Mortality Probability Mode, qui vont classifier les patients suivant une pondération et qui vont nous donner une valeur, une pondération qui en fonction de la gravité du patient. Alors, quels sont les paramètres qu'on va utiliser dans les unités de réanimation? Il y a quelques paramètres que j'ai repris. Donc, par exemple, la SCVO2, qui est la mesure de la saturation veineuse centrale en oxygène, qui est obtenue à l'aide d'un cathéter veineux central, en comparaison avec la SVO2, qui est la mesure de la saturation en oxygène du sang veineux mêleux, par cathétérisme de l'artère pulmonaire, par le cathé de Swan-Ganz. Et certaines études montrent que la SCVO2 est supérieure à 5% par rapport à la SVO2, mais qu'elle évolue de façon tout à fait parallèle et elle est tout à fait fiable. Une étude de Reinhardt l'a confirmé. Alors, le suivi de la SVO2 a permis une diminution absolue de la mortalité de 16% au cours du sepsis sévère. C'est l'étude de Rivers. C'est l'étude de Rivers. L'étude de Rivers qui est importante, c'est une étude qui a été fondamentale, qui est parue en 2001 dans le New England et qui a permis de changer un peu les pratiques dans les unités de réanimation lors de la prise en charge du patient. Alors bien sûr, il y a aussi la PVC, la pression veineuse centrale, qui mesure la pression à l'intérieur de l'oreille droite, qui est importante. Alors que dit le protocole de Rivers? Il va nous indiquer dans ce protocole qu'il faut maintenir une PVC supérieure à 8 mm de mercure, avec éventuellement l'administration de cristalloïdes, maintenir une pression moyenne au-delà de 65, avec éventuellement l'administration de produits vasoactifs, une SVO2 importante ici qui doit être maintenue au-delà de 70%, avec éventuellement l'administration d'un culot de sang pour maintenir l'hématocrite à plus de 30%, et éventuellement des inotropes qui seront perfusés en fonction de cette SVO2. Alors, dans ce protocole, il est important d'avoir une cathétérisation de l'artère, ça c'est important, et aussi une mise en place d'une voie centrale pour pouvoir paramétrer tous ces paramètres. Alors, ça a changé les pratiques, c'est vrai, et quand on voit un peu l'enquête multicentrique de pratique de Garapon sur la gestion des voies veineuses en réanimation, elle montre que 82% des infirmières indiquent que la pose de la voie centrale sert surtout à la perfusion des catécholamines, des antibiotiques prolongés et de l'administration des sédatifs. Aussi, pour 100% des infirmières qui ont entre 0 et 2 ans d'ancienneté, elles préfèrent la voie centrale. Donc,
Ces infirmières qui préfèrent la voie centrale, elles disent clairement qu'il y a une fiabilité et une facilité d'utilisation au niveau des cathéters, qui sont plurilumières, une préservation aussi du capillaire veineux périphérique, un confort du patient, un gain de temps. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de changement de site tous les 72 heures, contrairement à une voie périphérique. Alors, quelles sont les complications qu'on va rencontrer au niveau de la voie centrale? Une étude de McGee, qui est parue dans le New England, montre bien que les complications sont surtout mécaniques, infectieuses et thrombotiques, et qu'il y aura quasiment 15% des patients qui vont avoir une complication à ce niveau-là. Donc, elles peuvent être aussi mortelles. On peut dire aussi que 85% des patients ne posent aucun problème. Quelles sont les complications qu'on va rencontrer au niveau du cathéter périphérique? Il y a plusieurs études qui sont intéressantes, mais surtout celles de McGee et de Giuffrida, qui ont plus de 1000 patients, qui montrent que la problématique particulière, c'est la phlébite, 41,8%, et Giuffrida, 34,5%. Alors, les inconvénients du cathéter de voie périphérique, c'est surtout la phlébite. Une autre étude de Barbu de 2003 montre que 22% des patients ont eu une phlébite. Le temps de mise en place du cathéter, il varie de 5 à 15 minutes pour 37%. L'échec de la pose peut être important aussi. La reperfusion fréquente, parce que la durée moyenne d'un cathéter est de 1,8 jours. Il y a aussi des risques de diffusion de nécrose avec des médicaments qui sont vénotoxiques. Alors, Giuffrida a comparé la voie périphérique à la voie centrale, et les problèmes, bien sûr, on en a parlé, c'est plutôt la phlébite, pour 34,5%. Pour 34,5%. Et le problème qu'on va rencontrer au niveau de la voie centrale, c'est plutôt la dysfonction du cathéter, pour 9%. Et les complications qu'on va rencontrer lors de la mise en place, c'est le pneumothorax qui va se développer éventuellement. Alors, une étude qui est fondamentale et qu'on va un peu voir un peu de manière plus concrète, c'est l'étude de Jean d'Américard, qui est une étude qui a été faite sur 3 services de réanimation. C'est une étude prospective, randomisée. Et donc, les critères d'inclusion, c'est la difficulté de pose et de maintien d'une voie périphérique et l'administration de certains médicaments comme l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, la dobutamine à des doses qui sont assez élevées, et aussi l'administration de médicaments qui sont réputés vénotoxiques comme la cordarone, la vancomycine, la nutrition parentérale qui est hyperosmolaire. Alors, dans cette étude, 264 patients ont été inclus et on peut observer que dans les deux bras, l'âge est quasiment pareil, une moyenne de 64 ans, avec un indice de gravité score qui est quasiment le même, 56. Et les patients, plus de 80% des patients sont ventilés. Et les pathologies qu'on va rencontrer sont surtout des pathologies médicales pour plus de 90%. Alors, les critères d'inclusion, on peut observer que l'adrénaline, pour 21,7%, est administrée au niveau de la voie périphérique. Par rapport à la voie centrale, c'est un peu plus important. Et la noradrénaline et la vancomycine sont quasiment pareilles au niveau du nombre de patients. Alors, quels sont les critères de jugement? Il y a des complications majeures et complications mineures, et on peut noter que les complications qu'on va rencontrer dans cette étude, au niveau de la voie périphérique, sont plus importantes que celles de la voie centrale, 133 versus 83, et ces complications majeures sont surtout de l'ordre infectieux, mécanique et thrombotique, et on peut voir que ces complications sont supérieures à celles rencontrées au niveau de la voie centrale, 23 infectieuses, 51 mécaniques et 5 thrombotiques. Alors, ces complications vont être classées selon un degré d'intervention qu'elles déclenchent, donc d'un grade 1 jusqu'à un grade 5, ce qui est intéressant parce qu'on va voir des complications que ça peut amener. Donc, grade 1, il n'y a pas d'intervention invasive. Grade 2, une intervention invasive qui est présente. Grade 3, c'est une intervention plutôt opératoire. Et le grade 4, c'est une intervention urgente qui va mener, qui peut avoir des conséquences au niveau de la vie du patient. Alors, en termes de gravité, tout grade confondu, on peut voir que les voies périphériques apportent plus de complications, un score de 1,54 par rapport à 0,89 au niveau de la voie centrale. On peut voir aussi qu'au niveau des grades 3 et 4, il y a plus de sévérité par rapport aux voies périphériques et la voie centrale, on va du simple au double. Dans cette étude, on a aussi
quantifier la charge de travail infirmière qui va de peu d'intervention à un investissement important, qui tient compte de la repos, du changement de site, du temps consacré. Et on voit que le score est de 3,20 au niveau des voies périphériques versus 1,81 au niveau des voies centrales. Alors le résultat de cette étude, c'est que ça montre que les voies centrales doivent être placées le plus souvent parce qu'il y a un très faible taux de complications. Les voies périphériques ont des complications acceptables, mais elles augmentent la charge de travail médicale et paramédicale. Par contre, la voie périphérique est une très bonne voie en urgence. Elle permet de débuter les antibiotiques, le remplissage et l'administration de catécholamine en attente de la mise en place d'une voie centrale. Alors, autre paramètre qui est important, comment réduire les facteurs de risque des complications mécaniques. Donc, il y a plusieurs études qui montrent que l'insertion la nuit, la durée de pause ou plus de 2 tentatives et l'expérience de l'opérateur sont des facteurs de risque importants qui vont agir à ce niveau-là. Une autre étude de Roux montre que plus on pose des cathéters, à partir de 10 poses fémorales et jugulaires, on réduit la fréquence de l'échec. Alors, Jean-Daniel Ricard a produit un arbre décisionnel pour le choix de la voie veineuse, qui est intéressant, qui a été paru dans Critical Care en 2013 et qui montre clairement que les contre-indications à la voie veineuse centrale sont l'accès impossible, la thrombolyse ou les troubles de l'hémostase et les difficultés de perfusion périphérique. S'il y a plus de 2 échecs de perfusion et nécessité de perfuser de manière fréquente, il faut absolument mettre un cathéter de voie centrale en place. Autre paramètre, c'est l'administration d'adrénaline, de noradrénaline supérieure à 2 mg/h, avec une instabilité hémodynamique, une augmentation rapide des doses de soluté vénotoxique. Il faut absolument placer une voie veineuse centrale. Alors, en conclusion, par rapport à ces études, on peut montrer que les premières données d'évidence médecine montrent une supériorité de la voie centrale en réanimation, dès que le tableau est sévère. Et on peut se servir de la voie périphérique avant de poser un cathéter de voie centrale pendant la phase initiale de la réanimation. Et il faut continuer d'améliorer la formation des opérateurs pour diminuer les risques d'accidents mécaniques, infectieux et thrombotiques au niveau des voies centrales. Je vous remercie de votre attention.